L'aide américaine contre le terrorisme à l'épreuve de l'efficacité. Une délégation militaire des États-Unis vient de rencontrer les représentants de la MISMA à ce sujet. Le FESPACO 2013, c'est du cinéma certes, mais on y évoque aussi le positionnement des programmes des chaînes audiovisuelles du service public. Les projecteurs étaient ce matin sous les directeurs généraux des radios, diffusion et télévision des pays membres du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, RAPAFA. Nous sommes mardi 26 février. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le président de la République par intérim a quitté Bamako ce matin pour Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il participera demain au 42e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La réunion traitera de la sécurité dans la sous-région marquée par la crise malienne ainsi que la transition bissau-guinéenne. Le renouvellement des instances de l'organisation sera également inscrit à l'ordre du jour. Le professeur Dionkunda Traoré salué ici à son départ par les membres des corps constitués. Et notre envoyé spécial sur place, Tchesra Emmanuel Dambélé, nous signale que le président de la République est bien arrivé à Abidjan. Nous le retrouverons au cours de ce journal. Voilà, le professeur Dionkunda Traoré qui a donc quitté Bamako ce matin pour Abidjan, où il prendra part au 42e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Je vous rappelle que le président de la République est déjà à Abidjan où notre envoyé spécial y est également, qui sera Emmanuel Dambélé, que nous retrouverons au cours de cette édition. Une délégation de hauts responsables militaires américains a rencontré ce matin leurs frères d'armes de la MISMA. Cette rencontre pour évaluer l'efficacité de l'aide américaine dans la lutte contre le terrorisme au Mali. La délégation des chefs militaires américains est conduite par le vice-amiral Joe Leidig, commandant des opérations militaires pour le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Les précisions avec Bourama Traoré. De hauts responsables militaires américains à Bamako pour une mission de prospection. Ils ont 72 heures pour s'informer de l'évolution de la situation au Mali. De façon précise, il s'agit d'évaluer l'efficacité de l'aide américaine dans la lutte antiterroriste ainsi que les besoins et les défis à relever. Pour ce faire, les responsables militaires américains doivent s'entretenir avec les commandements des forces françaises et ceux de la mission internationale de soutien au Mali. La délégation américaine a rencontré ce mardi à l'école de maintien de la paix les responsables de la MISMA. Une rencontre qui s'est déroulée loin des caméras et des micros. Un communiqué de presse dont nous avons reçu une copie souligne l'adhésion des États-Unis à la guerre contre les terroristes au Mali. Le texte dit également que le gouvernement américain s'est engagé à travailler avec la communauté internationale pour rétablir la sécurité et la stabilité dans notre pays. Une volonté qui s'est matérialisée sur le terrain. En effet, des drones américains sont positionnés à Niamey au Niger pour la collecte, la facilitation et le partage des renseignements avec les forces françaises et autres engagés au Mali. Aussi, les États-Unis s'engagent à soutenir la MISMA à hauteur de 48 milliards de francs CFA. 4 milliards de ces montants sont consacrés à l'appui logistique des bases et au transport des troupes, ainsi que des équipements de la CEDEAO. Les hauts responsables militaires américains qui sont à Bamako viennent du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Visite du ministre belge de la Défense au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro en prélude à la formation des forces armées maliennes par l'Union européenne. Au total, 450 instructeurs européens sont attendus dans ce centre. Le ministre belge de la Défense et son homologue de la sécurité intérieure et de la protection civile ont pu constater de visu les préparatifs pour accueillir les instructeurs de Koulikoro, le compte-rendu de Sédou Traoré. C'est au pas de charge que le ministre belge de la Défense a visité le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Un centre qui doit abriter à partir du 23 mars prochain la mission de formation de l'Union européenne au Mali, EUTM.
Le ministre belge Pieter De Crème, accompagné d'une forte délégation, a visité respectivement les chantiers d'aménagement, de construction et d'extension en cours. Il s'agit des bâtiments pour le cantonnement, formation et restauration, l'hôpital militaire, la place d'armes, le terrain sportif, entre autres. En attendant l'arrivée des 200 éléments de la compagnie de sécurité et les 250 instructeurs formateurs, le visiteur du jour témoigne la volonté de son pays à apporter son aide au Mali. On est ici au nom du gouvernement belge pour faire l'évaluation de l'opération Serval. Cette opération qui va se transfigurer dans un délai assez bref dans une opération de l'EUTM. Nous sommes à la disposition, mais c'est bien entendu aux autorités du Mali elles-mêmes à en décider l'encadrement et la façon dont ils seront entraînés. C'est notre soutien que nous apportons en protégeant les instructeurs français. Pour l'instant, les responsables militaires conjuguent leurs efforts pour le respect du 23 mars, la date indispensable pour l'installation et l'accueil de la mission de formation. En attendant quand même l'arrivée des forces étrangères, notamment belges, le commandant du CIK, le colonel Traoré, alors bien quand même, on a fait quand même un tour sur le terrain. Il a quand même fait quand même le tour d'horizon sur l'ensemble des dispositions, n'est-ce pas, sécuritaires qu'ils ont prises au niveau du camp. Alors pour quand même assurer la sécurité du camp, pour que quand les forces étrangères sont là, qu'elles soient quand même pas dans les minimums de sécurité. Le ministre belge a, au terme de sa visite, animé une conférence de presse. Toute chose qui a permis aux autorités militaires et les forces vives de la capitale du Méguétan de comprendre la détermination de la Belgique, un pays qui, selon Pieter De Crème, contribue matériellement auprès des forces françaises au nord du Mali. Je vous l'annonçais, le président de la République en Côte d'Ivoire pour prendre part au 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet qui va se pencher essentiellement sur la situation au Mali, en Guinée-Bissau et le fonctionnement des institutions de la communauté. Tchessira Emmanuel Dambélé pour plus de détails. C'est aux environs de midi que le président malien a atterri à l'aéroport de Yamoussoukro, accueilli par le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Salutations protocolaires d'usage. Le professeur John Kounda Traoré est ici pour prendre part mercredi et jeudi au 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Un sommet comme on s'y attend qui va se pencher sur la crise au Mali et la transition en Guinée-Bissau. Il est également attendu que les chefs d'État se penchent sur le fonctionnement des institutions de la communauté. À cause de la crise dans le nord du Mali, la CEDEAO est en train de déployer près de 6 000 hommes de sa mission de soutien au Mali. Cette crise nécessite des ressources financières et si la communauté internationale avait promis fin janvier dernier 298 milliards de francs CFA pour la MISMA, l'armée malienne et l'humanitaire, le point global des sommes décaissées n'a pas été fait. Hier, lors du Conseil des ministres préparant ce sommet des chefs d'État, le ministre ivoirien des Affaires étrangères avait estimé que le relèvement à 8 000 hommes du nombre des soldats africains au Mali s'imposait, ce qui ramènerait l'estimation financière à environ 475 milliards de francs CFA. À l'issue de ce sommet qui doit prendre fin jeudi, le rapport d'activité du président de la commission de la CEDEAO sera examiné. Le président Alassane Dramane Ouattara, qui préside la communauté depuis le 17 février de l'an dernier, pourra se voir confirmé à son poste de président en exercice, comme on le voit généralement à la CEDEAO. Voilà ce 42e sommet qui se tient plutôt à Yamoussoukro et non à Abidjan. Réunion des membres du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone RAPAF. En marge du FESPACO 2013, les directeurs généraux des radiodiffusions et télévisions du Niger, du Mali, du Cameroun et du Burkina Faso, en partenariat avec la commission de l'UEMOA, sont les participants à la réunion qui débattent du positionnement des programmes des chaînes audiovisuelles de service public des pays membres du RAPAF. Envoyés spéciaux à Ouaga, Tchédje Kamara et Modibo Soare. L'axe de réflexion proposé à ce déjeuner de travail entre le RAPAF et ses partenaires était comment le partenariat peut contribuer à la production et promotion du contenu. Au cours de cette rencontre, les directeurs généraux des radiodiffusions et télévisions ont échangé sur des projets de production et de coproduction et exploré des axes de développement pour accompagner les chaînes africaines à positionner leurs programmes sur des marchés internationaux. Qu'un État pris comme tel ne peut
alimenter, faire vivre une télévision. Les coûts de production sont énormes. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons partager, ayant des espaces culturels qui sont très souvent les mêmes. Et je crois que si nous avons un partenaire global qui arrive à nous aider à faire de la coproduction, à faire de la production tout simple, à faire des échanges, c'est bien salutaire. Le défi de la mutation de l'analogique au numérique a été l'une des questions évoquées lors de ce déjeuner de travail entre les professionnels du secteur qui se préparent d'ailleurs à faire face à cette mutation imposée par l'évolution technologique. La rencontre a permis également aux participants de partager d'importantes propositions d'action pour traduire en acte l'ambition du RAPAF de développer les échanges dans tous les corps de métier de l'audiovisuel. Aussi bien les échanges de programmes, la coproduction, l'utilisation des archives sont des moyens utiles de maintenir l'attention de nos téléspectateurs et nos auditeurs tout en les enrichissant pour en faire de bons citoyens qui ont une bonne compréhension de ce qui se passe chez eux et de ce qui se passe ailleurs. Cette session de Ouagadougou s'inscrit dans une véritable dynamique de consolidation du partenariat pour promouvoir le service public de la radiodiffusion et de télévision. Nous avions un grand intérêt à accompagner dans le cadre d'une meilleure visibilité des programmes que nous conduisons au niveau de la commission et à accompagner les chaînes de télévision pour qu'elles puissent en faire l'écho. Et naturellement, nous n'avons pas à nous substituer au niveau national parce que dans le cadre de l'intégration, le principe de subsidiarité fait que l'UEMOA n'intervient que lorsqu'elle peut apporter un bonus, un plus à l'échelle sous-régionale. Créé en 2007 à Bamako, le RAPAF est un espace de coopération et de partage des radiodiffusions et télévisions francophones d'Afrique pour s'adapter à un environnement fortement concurrentiel marqué par l'émergence de groupes de médias privés. Actualité nationale, inauguration aujourd'hui de la station radio de Diabigué dans le cercle de Nioro du Sahel. La radio qui a une portée de 50 km contribuera à la sensibilisation des populations sur la problématique de développement de la commune. C'était en présence du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées qui a aussi inauguré la toute première école du village d'Achor. Envoyés spéciaux Mamadou Bakayoko et Adama Kamara. La commune de Diabigué compte 14 villages. Malheureusement, dans l'une des plus grandes villes du Nioro du Sahel, en saison pluvieuse, impossible pour les populations de se joindre. Y avait-il une autre solution à ce problème au-delà d'une radio communautaire? On n'a plus besoin d'aller à Trongomeni, d'aller à Nioro. On peut avoir tout ce qu'on veut dans notre commune. Et les communes voisines aussi. Tous ces villages qui sont tout autour. C'est une chance pour nous tous. Une opportunité de communication pour tous que le programme d'appui au développement communautaire PADEC entend préserver à tout prix. Il y a des formations qui ont été assurées, d'autres se feront. Nous envisageons d'organiser des visites d'échange avec d'autres radios qui sont fonctionnelles depuis déjà quelques années, notamment la radio de Djidjeni. Et je pense qu'ici, ils auront besoin de s'inspirer de cet exemple-là pour vraiment rentabiliser leur activité. Implantée à hauteur de 28 millions de francs CFA avec une participation de la population qui s'élève à 5%, la radio de Diabigué est l'un des piliers du développement de la zone. La radio comme étant un instrument de développement, je pense que la question ne se pose plus. Ça nous permettra de l'utiliser pour faire passer les messages essentiels, surtout quand il s'agit de l'hivernage, de la prévention des enfants. Vous avez vu la population qui est là aujourd'hui. Elle est composée d'assez de femmes et d'enfants qui sont des groupes cibles par rapport à un certain nombre de choses et qui sont des acteurs principaux de la vie du pays. Aussi faut-il ajouter que la station radio fonctionne 24 heures sur 24 grâce aux panneaux solaires. À 35 km de Diabigué, le PADEC vient d'ouvrir la première école du village d'Achor. L'école de 3 classes accueille 80 élèves, dont 31 filles, tous en première année. Et toujours à Nioro, remise symbolique de denrées alimentaires aux déplacés de la localité, remise faite par le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées. Le don est composé de riz et de sucre, de sucre et de moustiquaires. Les déplacés, qui sont tous dans des familles d'accueil, ont salué le geste. Auparavant, le ministre avait rencontré les élus des 16 communes du Nioro du Sahel
pour faire le point de l'état d'exécution des projets du programme d'appui au développement communautaire PADEC. Nous restons en première région. Une mission de la CENI conduite par son premier questeur Ousmane Terra a rencontré hier la CENI locale de Caille. Les échanges ont porté sur la reprise du processus électoral, le fichier biométrique et la carte NINA. Pour plus de précision, écoutons Ousmane Terra, premier questeur de la CENI. Il est au micro de Mahamadi Alioubari. Aujourd'hui, nous verrons rassurer en tout cas les membres des CENI locales pour qu'ils puissent se remettre au travail, en tout cas dès maintenant, pour commencer à faire leur mission de supervision et de contrôle en collaboration avec l'administration locale. Ce que nous envisageons pour l'administration territoriale, la délégation générale des élections et la CENI, pour ces élections, c'est quand même deux systèmes qu'on ne connaît pas au Mali. Donc effectivement, tant au niveau des membres des CENI qui bien sûr seront formés et mis à niveau pour ce travail, tant la population aussi doit le savoir et doit aussi se préparer pour. La première, c'est qu'on va aller vers des élections couplées. Les gens vont venir voter pour le président de la République et aussi vont voter le même jour pour les députés. Donc c'est ce qu'on appelle le couplage. Donc il faut que les gens sachent cela et qu'ils se préparent en fonction. Le deuxième, c'est qu'on va faire les élections avec ce qu'on appelle le fichier biométrique, c'est-à-dire un fichier qui est basé sur effectivement des photos. Des photos seront là. Les gens vont voir leurs photos dans les bureaux de vote sur du papier qu'ils vont signer. Et puis ils auront aussi leur papier d'identité, leur carte avec eux. Eh bien, vous avez dû voir, tout le monde a dû voir à la télé qu'il y a une carte NINA qui va venir. Cette carte a les photos, donc ça va permettre de diminuer les fraudes. À Bamako, les différentes organisations de la société civile réunies depuis ce matin au gouvernorat, c'est à la faveur d'un forum de 3 jours qui a pour objet l'harmonisation des positions pour une transition politique réussie. Les initiateurs entendent proposer des amendements à la feuille de route adoptée par l'Assemblée nationale. Youssouf Diakité. Apporter sa touche à la résolution de la crise que traverse le Mali, voilà l'intention affichée par les acteurs de la société civile à travers l'organisation de ce forum. Un forum qui entend informer les différentes organisations de la société civile sur le déroulement du processus de la transition et le rôle à jouer par la société civile. L'objectif final recherché est de contribuer à l'harmonisation des positions pour une transition apaisée et réussie. Le forum aujourd'hui est pour nous à la 3e étape des concertations de la société civile pour identifier les actions que non seulement les autres acteurs peuvent jouer, mais surtout les actions que la société civile peut poser dans le cadre du processus de transition politique. La majeure partie des citoyens, en particulier les femmes et les populations en milieu rural, ont peu d'informations sur le processus de la transition. C'est pourquoi, explique le président du Forum des organisations de la société civile, que le document final issu du forum permettra d'atteindre tous ces objectifs. Les assises d'aujourd'hui vont nous permettre encore d'analyser de façon très approfondie la feuille de route adoptée par le gouvernement. Donc, voir si nous pouvons faire d'autres contributions, on va le faire et proposer au gouvernement, mais aussi à l'Assemblée nationale. Ils sont plus de 130 personnes venant de différentes organisations de la société civile à débattre de toutes ces questions. Le ministre de l'Intégration africaine et des Maliens de l'extérieur était en mission au Gabon. Il y a rencontré les Maliens à qui il a expliqué le contenu de la feuille de route du gouvernement de transition. Le ministre a également pris en compte la régularisation des Maliens sans papier vivant au Gabon. Côté du ministre Maître Demba Traoré, on notait la présence de l'ambassadeur du Mali au Gabon et le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de Gabon. Maître Demba Traoré qui était donc en mission au Gabon. Actualité hors de chez nous, succès pour des produits africains au 5e Salon international de l'agriculture de Paris. En effet, l'organisation
africaine de la propriété intellectuelle OAPI, l'Agence française de développement et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement invitent le grand public à découvrir 3 produits d'exception. Il s'agit du miel blanc, du poivre de Penja et du café. Ces 3 produits issus de terroirs africains sont les premiers à se voir décerner une indication géographique protégée par l'OAPI. Coton, beurre de karité, mangue, les produits de l'agriculture et de la gastronomie africaine s'exposent à Paris au Salon de l'agriculture, espérant séduire les consommateurs européens et s'ouvrir de nouveaux marchés. C'est déjà le cas du jus de bissap qui a fait son apparition dans les supermarchés suisses et français. C'est également le cas du poivre blanc de Penja, du miel d'Oku et du café Ziama, premier produit du terroir africain à avoir obtenu une appellation contrôlée. Une reconnaissance et une distinction pour ces produits d'exception qui ont dû répondre à un cahier des charges exigeant afin d'obtenir ce label appelé indication géographique protégée. Quand je prends le café du Ziama, c'est un café perdu, c'est seulement quelques opérateurs qui savaient que c'était du bon café. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ce café-là, ils le payaient au même prix que les autres, ils le mélangeaient et le paysan restait dans son coin, il ne gagnait rien. Alors, vous voyez, donc, avec ces systèmes d'indication géographique, ça va nous permettre d'aider sérieusement les producteurs et aussi de créer de la valeur, de créer de l'emploi. Si le miel blanc d'Oku n'est guère connu en dehors des pentes volcaniques du mont Cameroun où il est récolté, le poivre de Penja est lui déjà prisé par les grands restaurants du monde entier. Le poivre planté à Penja s'exprime d'une manière extraordinaire dans les assiettes. Bon, moi, par exemple, je ne peux pas manger sans le poivre de Penja. Donc j'imagine que c'est le même effet que ça fait aux grands cuisiniers. Nos efforts pour atteindre un haut standard de qualité nous permettra d'augmenter nos prix. Atteindre cette indication géographique protégée, c'est l'assurance de valoriser nos produits, de les rendre plus visibles et d'obtenir une meilleure rémunération. D'autres produits du terroir devraient ainsi obtenir ce nouveau label promu par l'organisme africain de la propriété intellectuelle, s'assurant ainsi des débouchés plus durables pour les petits producteurs. Côté malien, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, est présent au Salon de Paris pour ses membres. Cette rencontre est l'endroit idéal d'ouvrir des méthodes révolutionnaires dans le domaine agricole. Le président de l'APECAM, Bakary Togola, vient d'ailleurs de conclure un accord avec une société spécialisée dans la production de fruits et légumes en toute saison dans les zones tropicales et désertiques de Paris. Les détails avec Makamfin Konati. Le Salon de l'agriculture de Paris, c'est aussi un trésor de technologie. La société JTS, spécialiste dans la production de fruits et légumes en zone tropicale et en toute saison, vient proposer son expertise à l'APECAM. Ce que je suis venu proposer au président Togola et à l'APECAM et au Mali, c'est de faire un projet pilote visant à promouvoir, à développer, à structurer la production de fruits et légumes au Mali. Ce projet pilote, il consiste à introduire des techniques de culture particulières qui permettent de cultiver, y compris dans les zones désertiques, des légumes toute l'année. Des fruits et légumes au Mali en toute saison, voilà ce dont rêve Bakary Togola. Le président de l'APECAM s'engage pour une période expérimentale. Je pense que le but même du salon, c'est de chercher des bailleurs et des techniciens qui peuvent nous accompagner au Mali. Donc, je suis d'accord qu'on va commencer au Mali. Pour commencer, Bakary Togola a jeté son dévolu sur le gombo et le piment, 2 produits dont la commercialisation est déjà garantie en France. Nous sommes toujours dans le domaine agricole. Avec le coton malien, la filière veut se doter d'un véritable programme de développement stratégique pour une durée de 5 ans avec 700 000 tonnes. À l'horizon 2018, les acteurs de la filiale sud sont en conclave à Sikasso pour tracer la voie. Le compte rendu ORTM Sikasso de Sekou Konati. En organisant cette rencontre des acteurs de la filiale sud de la CMDT, les premiers responsables de la compagnie veulent ainsi jeter les bases d'un ambitieux programme de développement stratégique pour l'horizon 2018, où le géant du coton africain veut atteindre la barre de 700 000 tonnes de coton et 3 millions de tonnes de céréales. Dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel, la prise en compte des besoins et des attentes, voire même des exigences des clients,
devient plus qu'une impérieuse nécessité. Ceci est d'autant plus important car il constitue la garantie des meilleurs prix de vente de la fibre et la fidélisation des clients. Pour réussir ce challenge, les participants à la rencontre de Sikasso, l'un des plus grands bassins cotonniers du pays, se pencher sur les thématiques des axes de développement, le dispositif opérationnel, le développement de la production cotonnière, l'outil industriel et son renforcement et la politique de commercialisation. L'avantage, c'est cadrer ces objectifs pour essayer de chercher des financements. Et en plus de ça aussi, on sait que les revenus des producteurs sont liés uniquement au coton. Est-ce qu'on peut diversifier, trouver d'autres cultures rentables comme le sésame, le soja, arachide ou autre chose pour chercher des débouchés et essayer d'encadrer les paysans par rapport à ça? Une démarche essentielle dans un monde de plus en plus concurrentiel et où la loi du marché est de plus en plus implacable. Le nombre de défis que nous devons relever exige de tous et de chacun la rigueur, la discipline et le travail. La CMDT Sud-SA a besoin aujourd'hui de mobiliser toute son énergie. Les grandes conclusions de la rencontre de Sikasso serviront de contribution de la filiale Sud au forum national prévu dans les jours à venir. Tenu ce matin du 9e Conseil d'orientation du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, CNAOM, les administrateurs ont fait entre autres le point d'exécution du budget 2012 et examiné le projet de budget et les activités 2013. Nous vous signalons au passage que le budget de l'année en cours est estimé en recettes et en dépenses à plus de 585 millions de francs CFA. Le compte rendu avec Ndeye Sissoko. Cette 9e session du Conseil d'orientation se tient dans un contexte particulier compte tenu de la guerre contre le terrorisme que vit notre pays. Une situation qui pourrait avoir des incidences sur le travail du centre. Cette situation sécuritaire que nous déplorons tous va certainement engendrer un surcroît de travail avec les points des exécutions subies par certaines personnes, notamment les amputations et la guerre que nous vivons actuellement dans la partie septentrionale du pays. Déjà en 2012, les répercussions de cette crise au niveau du centre ont malheureusement renforcé quelques difficultés d'ordre structurel et ont affecté l'environnement de travail. Ajoutons que le nombre de demandes de prothèses a augmenté depuis début 2013 grâce à la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire AMO qui subventionne les prothèses qui vont en général de 120 000 à 300 000 francs CFA. Le budget du centre est estimé en recettes et en dépenses à plus de 585 millions de francs CFA. Des ressources qui serviront à renforcer les infrastructures, la capacité du personnel ou encore à améliorer la qualité des soins en appareillage orthopédique et en rééducation fonctionnelle. Le Centre d'appareillage orthopédique du Mali est un établissement public à caractère scientifique et technique. Sa spécialité, c'est l'appareillage orthopédique, un ensemble de moyens techniques de compensation des déficits moteurs. Il a donc pour mission d'assurer les soins préventifs par le dépistage précoce des différents handicaps, d'identifier et de prendre en charge les besoins des personnes en situation de handicap à travers la rééducation fonctionnelle. Ce communiqué avant la page sportive, le gouverneur du district de Bamako invite les bénéficiaires de parcelles de terrain sises dans la zone des immeubles de l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako à s'acquitter des frais de viabilisation afférents à la cession au plus tard le 20 mars 2013 sous peine d'annulation sans préavis de la dite cession. Sport football, la 14e journée du championnat national s'est achevée par la victoire de l'USFAS 1-0 face à la Jeanne d'Arc, mais le fait marquant a été la fin de série noire pour le Djoliba AC qui l'emporte 1-0 devant l'ASCO, cela après 8 matchs des Rouges sans victoire. Aldumatina. C'est une bouffée d'oxygène pour la formation de Herema Konon qui ne s'était plus imposée en championnat national depuis la 5e journée. Chose faite donc pour le Djoliba Athletic Club lors de cette 14e journée. Le but du nouveau transfuge Bokar Sidiki Kone Tori à la 39e minute qui libère les Rouges de Bamako. Probablement d'une autre désillusion, cette fois-ci face à l'association sportive de Korofina. Puisque pendant les 90 minutes, les Rouges ont eu énormément du mal à trouver la moindre faille dans le camp de l'ASCO.
qui non plus ne s'est procuré aucune occasion. Finalement, avec cette courte victoire, c'est un nouveau vent qui souffle du côté du Djoliba Athletic Club. Elle est attendue parce que je disais que depuis qu'on est revenu de la Coupe d'Afrique, on a eu beaucoup de problèmes avec les va-et-vient des joueurs, j'ai dit. Quand il s'agit de préparer un match, à la dernière minute, on t'appelle pour te dire qu'il y a un joueur qui a voyagé. Donc c'était vraiment difficile. Et les nouveaux aussi sur lesquels on comptait, il y a eu certains qui sont blessés par rapport à la condition physique dont la plupart n'étaient pas habitués. Je pense que cette victoire va nous faire du bien, donc surtout ça va nous servir de préparation pour la Coupe d'Afrique. Largement distancés par le leader, les Rouges de Bamako, 5e avec 22 points, n'envisagent désormais que la 2e place. Peu après, l'USFAS en jaune et la Jeanne d'Arc de Bamako, deux formations dans le ventre mou du classement, ont impérativement besoin de points pour entrevoir la suite avec espoir. Ainsi, l'USFAS va faire la course en tête à partir de la 13e minute par Mamadou Maguiraga. Si l'USFAS n'arrive pas à conserver son acquis à chaque fois qu'elle marque, cette fois-ci, elle n'a pas lâché prise. 1-0 pour l'Union sportive des forces armées et de sécurité. Une victoire si précieuse. Ce déclic-là va beaucoup nous arranger parce que réellement le début du championnat a été très très difficile parce qu'on avait un effectif qui était quand même un peu fatigué, donc on a voulu quand même faire tourner l'effectif avec certains jeunes, donc réellement ça a beaucoup marché et puis il y a certains cadres quand même qui ont eu 2 ou 3 matchs de repos, donc réellement les jeunes qui sont venus vraiment ils ont renforcé l'équipe et on a vu que vraiment ça commence à aller avec l'effectif qu'on a. Malgré cette défaite, la JRS 13e avec 14 points et l'USFAS 14e avec 13 points. Une page noire dans ce journal, l'administrateur civil Sega Abdoulaye Sy, chevalier de l'Ordre national du Mali, a été accompagné aujourd'hui à sa dernière demeure par de nombreux parents, amis et anciens collaborateurs. C'était au cimetière d'Amdalaï, le reportage de Papa Omar Diop. L'administrateur civil de classe exceptionnelle n'est plus. Sega Abdoulaye Sy est né en 1927 à Birou, arrondissement de Gavinane, cercle de Nioro du Sahel. Et dès le 12 avril 1948, sert son pays avec une carrière d'administrateur bien remplie. De son premier poste à Kolokani jusqu'au dernier comme chef du secrétariat particulier au ministère de la Défense, Sega Sy aura servi pendant 34 ans, 8 mois et 18 jours comme chef d'arrondissement à Boni le 1er août 1960, puis Ngouma le 1er mai 1961. Commandant de cercle de Koutiala et de Menaka, conseiller aux affaires administratives et judiciaires des gouverneurs de Mopti, Gao et Sikasso, Sega a bien mérité la reconnaissance et le respect de nombreux cadres du Mali naissant qui ont pris la relève de l'administration coloniale et aussi le constat et la grande chancellerie des ordres nationaux. M. Sy a posé sa pierre dans la constitution du Mali par les faits et gestes qu'il a imprimés dans les localités où il a eu à exercer ses fonctions d'administrateur hors pair. Retraité mais pas usé, en janvier 1983, il sera coordonnateur régional de l'AMPPF, puis président du comité de la Croix-Rouge malienne en 4e région. Une vie professionnelle pleine, un vécu social toujours actif et patriarche d'une grande famille du Bundu, Sega Sy, administrateur civil de classe exceptionnelle, chevalier de l'Ordre national du Mali, repose au cimetière de Amdalaï pour l'éternité. Que son âme repose en paix. Fin de cette édition. Merci de l'avoir